Les réseaux sociaux, ils vont autant viser des compagnies que des particuliers qui ont des comptes personnels. Tu mets la main sur le compte LinkedIn du président d'une compagnie, c'est écrit en son nom, ça peut faire des dommages. 70% des personnes qui étaient piratées sur les réseaux sociaux ne récupéraient jamais leur compte. J'ai en moyenne 3 compagnies particulières par semaine qui me contactent en disant on a été piraté, qu'est-ce qu'on fait? À les réseaux sociaux, tu peux aussi avoir des rançons pour des comptes Instagram ou des comptes TikTok. Parce que souvent, quand tu as un grand nombre d'abonnés, ça a de la valeur. Ils mettent la main sur le compte publicitaire, ils peuvent prendre tes moyens de paiement pour faire des fraudes ou juste usurper ton compte et prendre après du coup tes balances de compte pour faire de la pub ailleurs dans le monde pour d'autres produits. Et un exemple tout simple, c'est le fameux double facteur d'authentification. Ça, c'est la base des bases. Et beaucoup de gens de compagnie ne le mettent pas en place. Si tu mets pas ça en place, ta seule protection, c'est ton mot de passe. Salut Julien. Allô, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, et toi? Ben, très bien, merci. Merci de l'invitation. Bah, avec plaisir. Julien, je crois que, bah, chez moi en tout cas, il est, le soir, enfin il est, bientôt, 18 h et de ton côté, c'est plutôt Il est le bientôt matin. midi. Absolument, on arrive C'est la à fin de la fin de matinée. l'avant-midi. Absolument. Ouais, ouais, parce qu'effectivement Julien, tu es au Québec. Absolument. Je suis à Montréal, donc ma mère est française, donc je suis franco-canadien, mais je suis né au Québec, oui, à Montréal. Donc c'est là que je me trouve en effet actuellement. Trop bien, top. Julien, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on aborde, assez peu, aujourd'hui et qui est pourtant, vraiment, très important. En fait, c'est un sujet auquel, on s'attarde que quand on en a, besoin. Avant ça, on considère ça peut-être comme, de la futilité, mais ça l'est, Oui, vraiment pas. On va parler de cybersécurité et de réseaux sociaux. Toi, tu es un expert absolument. du sujet, donc tu vas nous expliquer aujourd'hui, bah, quelles sont, les bonnes démarches, à suivre et aussi pourquoi, les cybercriminels s'intéressent aujourd'hui, autant aux réseaux sociaux. Ouais. Hem, mais avant ça, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et ce qui t'a amené à devenir, un professionnel et un expert du sujet? Oui, bien sûr. Alors, ben, mon nom est Julien Testarma. Fait que moi, tu vois, niveau études, pour tu faire l'équivalence française, j'ai fait une licence à Polytechnique à Montréal en cybersécurité. Fait que c'est vraiment spécialisé en cybersécurité. J'ai entre autres travaillé pour KPMG en service conseil, donc pour la division de Montréal. C'est vraiment de mettre en place des paramètres de sécurité et des bonnes pratiques à haut niveau dans les organisations. Et une fois que j'ai fini du coup ma licence au Québec, ben, j'ai quitté KPMG et je suis parti travailler en France. Donc je suis allé vivre un an à Lyon et j'ai travaillé pour Metis, qui était une ESN française. Et du coup, ben, j'étais en charge de mettre en place de nouveau des solutions de sécurité dans des environnements clients. Et j'ai fait ça durant un an. Et du coup, après ça, je suis revenu au Québec, à Montréal. Et c'est là qu'est venue l'idée de me dire, bon, maintenant qu'on est de retour au Québec, est-ce que je retourne bosser pour une firme de cybersécurité ou je me lance en affaires? Et c'est là qu'est venue l'idée de se lancer en affaires et de fonder Resoloc, donc qui est une firme de cybersécurité, mais qui est spécialisée en effet dans la sécurisation des réseaux sociaux. Donc je me dédie à cette cause d'appliquer les bonnes pratiques de sécurité, mais de les mettre sur les réseaux sociaux parce qu'en effet, souvent, les firmes plus classiques de cybersécurité ben, ne s'intéressent pas aux réseaux sociaux. Pour elles, c'est du marketing, donc c'est pas leur problème. Mais comme tu le disais, malheureusement, il faut quand même les protéger parce que ben, c'est des environnements en ligne, donc c'est piratable. Donc c'est un peu l'idée derrière le parcours de manière très, très simpliste, mais ça, c'est un peu ça. Ça a commencé en cyber plus classique pour finir toujours en cybersécurité, mais dédié à la sécurisation des réseaux sociaux. Ouais, ouais, très bien. De toute façon, ça va être le but de notre échange, de vraiment rentrer dans le détail sur ce sujet-là. Moi, j'ai une petite question. Hem, Entre la France et l'Amérique du Nord ou le Canada, est-ce que tu Ouais. as, remarqué des sensibilités différentes en termes de cybersécurité? Est-ce qu'on est tous des mauvais élèves ou est-ce qu'on est, plus ou moins des meilleurs élèves en Europe ou en Amérique du Nord? Je te dirais qu'au niveau de monsieur, madame tout le monde, ça, c'est autant de mauvaises pratiques en Amérique du Nord qu'en France. Ça, c'est sûr. Du moins, surtout pour les réseaux sociaux, ça, pour le coup, il y a autant les compagnies en France qu'au Québec, au Canada, c'est rarement bien sécurisé au niveau des réseaux sociaux. Cyber plus classique, la France et surtout l'Europe, c'est sûr qu'au niveau du RGPD, vous êtes clairement en avance sur l'Amérique du Nord. Ça, pour le coup, tu es au niveau de la gestion et surtout t'es des lois qui forcent les entreprises à mettre en place les bonnes pratiques et gérer tout ce qui est données personnelles et confidentielles. Ça, pour le coup, le RGPD doit être clairement un bon 6-7 ans en avance sur le Canada, du moins. Mais surtout, je dirais, au niveau de l'Amérique du Nord en général. Fait que ça, oui, pour le coup, vous êtes des meilleurs élèves à ce niveau-là, au niveau de tout ce qui est protection et gestion des données personnelles. Ça, vous êtes en avance. Au Québec, on commence à avoir des lois sévères qui
s'apparente à ce au fameux RGPD, mais on n'est pas encore là. Fait que ça, oui, c'est clairement la grande différence que j'ai pu constater entre l'Europe et l'Amérique du Nord, c'est vraiment au niveau de cette partie-là. Mais la cybersécurité de manière générale, ça, c'est un peu les mêmes pratiques, on sait, s'appliquent autant en France qu'en Amérique, mais c'est vrai qu'au niveau des particuliers, ça, pour le coup, il y a beaucoup de travail de sensibilisation à faire, autant en France qu'au Québec. Beaucoup de gens ne connaissent rien à la cybersécurité et se mettent à risque tous les jours quand, quand ils naviguent sur Internet, là. Au moins, s'il y a un point sur les enfin, il y a au moins un point sur lequel on a un petit peu d'avance, sur vous, c'est celui-ci. Ah oui, On peut en absolument. être fier. Et donc toi, l'idée de créer, Réseaulogue, tu l'as eu quand tu étais, à Lyon ou tu l'as eu en rentrant, vivre au Québec? Je te dirais que c'est un peu, ben, ça a débuté quand je me prêtais à quitter Lyon, fait que vers la fin de mon séjour d'un an. J'ai commencé évidemment à penser à mon retour qu'est-ce que je vais faire à mon retour, évidemment. Et c'est là qu'en effet, en parlant à certains contacts que j'avais dans le monde de la cybersécurité au Québec, ils m'ont dit, bah, c'est sûr que si tu reviens, bosser pour une firme de cyber, ça, il y a tellement une grande pénurie de main-d'œuvre, tu vas trouver, ça, c'est pas le problème n'est pas là. Après, c'est juste que tu veux vraiment retourner tout de suite dans une ferme ou tu veux, justement, à 24 ans, c'est le temps de se lancer en affaires, ben, souvent essayer un truc. Puis c'est là qu'ils m'ont dit, ben, si tu veux rester en cybersécurité, réseaux sociaux, nous, on le voit, personne ne gère. C'est un peu ce que tout le monde m'a dit. Il m'a dit au Québec, personne s'en occupe parce que justement, de nouveau, c'est vu comme du marketing. Donc, ben, c'est les gens de marketing qui s'en occupent. Et la cyber, les TI, eux, pour eux, c'est pas dans leur cours, donc ils s'en occupent pas. Fait que comme quand il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit, ben, ils m'ont dit, bon, s'il y a 4-5 personnes qui me disent ça, je me dis, ben, c'est peut-être un signe qu'il y a peut-être une niche sur le marché qui est pas comblée. Fait que c'est un peu que c'est là qu'est venue l'idée de me dire, ben, pourquoi pas moi prendre cette niche justement de la cyber, des réseaux sociaux. C'est un peu ça avec les gens, ce qu'ils m'ont dit que on voit personne ne gère, on voit qu'il y a des problèmes, on voit qu'il y a des piratages, et personne ne sait vraiment quoi faire. Je me suis dit, bon, ben, disons, il y a peut-être un marché à aller chercher, là. Ouais, 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 bah, effectivement, je suis d'accord avec toi. Des experts en cybersécurité, j'en connais, quelques-uns. En tout cas, je sais que j'aurais pas nécessairement de mal, à en trouver. Non, Mais ça, des il y en a beaucoup. experts ouais, mais des experts spécialisés en sécurité des réseaux sociaux, je pense que j'aurais tout de suite beaucoup plus de mal, à en trouver. Donc, c'est bien, c'est là que, tu vois, tu apparais, Julien, qui va venir tous, nous sauver, en tout cas nous, sécuriser, tout ça parce qu'on en a bien besoin. Hem, Tu peux nous expliquer aujourd'hui parce que je vois, moi, de mon côté, l'intérêt pour, un cybercriminel d'aller, s'attaquer à une entreprise pour aller, directement, entre guillemets, «s'attaquer à son, compte en banque» et détourner de l'argent ou, mettre en place des actions qui peuvent paralyser une entreprise et demander des rançons, en retour. Mais je vois un petit peu mal, leur intérêt à eux de s'attaquer à des réseaux sociaux. Mais vu le nombre d'attaques qu'il y a, j'imagine qu'il y a des bonnes raisons, derrière. Est-ce que toi, tu peux m'en dire un petit peu plus sur, bah, les raisons, qu'un cybercriminel peut avoir quand, il va s'attaquer aux réseaux sociaux d'une marque ou d'une autre? Ouais, bien sûr, en fait, il y en a plusieurs. C'est sûr que les réseaux sociaux, ils vont autant viser des compagnies que des particuliers qui ont des comptes personnels. Ça, vraiment, eux, ils visent un peu tout le monde. Mais au niveau de leur motivation, ça peut paraître con, mais parfois juste de nuire à la réputation d'une entreprise ou d'une personne. Ben, si tu mets la main sur sa page Facebook ou sa page LinkedIn, ou tu mets la main sur le compte LinkedIn du président d'une compagnie, et tu fais passer pour elle et t'écris en son nom, ça peut faire des dommages. Fait que parfois, ils veulent juste simplement nuire à la réputation d'une compagnie, puis justement, en faisant des actions ou en écrivant des choses qui clairement portent atteinte à la réputation de l'entreprise. Ça, c'est parfois une de leurs motivations. Donc, il y a tout ce qui est ben, usurpation d'identité. Ça vient un peu dans la même branche, mais évidemment, quand tu peux usurper l'identité de quelqu'un en ligne, tu peux de nouveau, après ça, aller chercher certains avantages. Par exemple, si tu te fais passer pour une personne, et aussi, ou tu crées un concours au nom de la compagnie, tu demandes des informations aux abonnés en disant, vous avez gagné le concours. Ben après, ça peut mener à du vol d'identité dans le monde réel. Fait que c'est un peu ça, en fait, parfois, ça peut aussi être un vecteur d'attaque qui passe par les réseaux sociaux, pour faire des attaques plus concrètes dans le monde réel, comme justement du vol d'identité de manière plus générale. Et c'est aussi une de leurs motivations parfois. Tu parlais de rançon. Les réseaux sociaux, tu peux aussi avoir des rançons pour des comptes Instagram ou des comptes TikTok. Parce que souvent, quand tu as un grand nombre d'abonnés, ça a de la valeur. Fait que si tu réussis à mettre la main, par exemple, sur un compte TikTok d'un influenceur qui a atteint de 2 millions d'abonnés, crois-moi, il veut le récupérer parce qu'il perd ce compte-là, il perd un peu sa valeur auprès des annonceurs, auprès des marques. Fait que ça, du coup, ben, sinon, il va être prêt à payer beaucoup d'argent pour le revoir. Fait que les rançons, il y en a aussi sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens qui ont beaucoup d'abonnés, des compagnies ou des influenceurs, se font parfois pirater leur compte et après, ben, le fraudeur envoie un courriel en disant c'est moi qui ai ton compte, paye-moi X somme d'argent, sinon ben, ton compte, tu ne l'auras plus jamais. Donc, ben, du coup, c'est comme ça qu'ils vont faire de l'argent avec ça.
Et là, ce qui touche un peu plus tout ce qui est, dans ton cas, tout ce qui est ad, ben, la publicité, ça aussi, sur les réseaux sociaux, tu as des comptes publicitaires, donc tu as des moyens de paiement, carte de crédit associés au compte. Donc, ça, s'ils mettent la main sur le compte publicitaire, ils peuvent prendre ben, si on veut, tes moyens de paiement pour faire des fraudes avec ton argent ou juste usurper ton compte et prendre après du coup tes balances de compte pour faire de la pub ailleurs dans le monde pour d'autres produits et faire des ventes du coup avec ce qu'ils vont vendre et faire de l'argent dessus, mais en prenant ton argent, donc eux, la pub leur coûte rien, ils sont de l'argent en arrière avec ce qu'ils vont vendre, qui bien souvent en plus est une arnaque. Donc les gens qui vont acheter se font arnaquer, et eux ils font de l'argent malgré tout, mais en prenant de nouveau ton compte de pub au niveau de la compagnie, donc ça leur coûte rien. Fait que c'est pour ça que souvent, c'est sûr, c'est beaucoup relié à l'argent, mais ça englobe pas mal ce que c'est motivations. C'est soit vraiment pour usurper l'identité ou faire du vol de compte, ou juste prendre une page, puis après changer sa vocation, puis la revendre, ou justement demander des demandes de rançon aux compagnies qui ont des comptes ou des pages avec beaucoup d'abonnés, qui du coup, ça a une valeur. Donc, eux, ils peuvent aussi faire de l'argent après ça en revendant le compte. Fait que c'est un peu les motivations principales, je te dirais. Et parfois, c'est aussi juste de vouloir nuire, mais juste pour faire des conneries, parce que ça leur tente. Et parfois, il y a vraiment d'idées, c'est juste entre guillemets, d'être pénible puis faire du dommage sans réelle motivation financière en arrière. Parfois, c'est juste pour faire chier, vraiment. Puis, bah, apparemment, le résultat est quand même le même. Ça cause bien des problèmes pour les entreprises ou les particuliers qui perdent leur compte. Et pour toi, c'est des attaques qui sont, généralement ciblées, on veut nuire à une entreprise, en particulier ou c'est un peu des attaques qui sont massives et puis, dès que quelqu'un entre guillemets, a mordu à l'hameçon, bah, là on rentre dedans et c'est à ce moment-là que les dégâts arrivent? Je dirais que c'est beaucoup des attaques opportunistes et massives. En fait, t'es juste Facebook, c'est 2 et quelques milliards d'utilisateurs actifs par mois. Fait que la masse critique est là. Fait que eux, c'est beaucoup, en fait, ils tentent de rentrer partout. Et en fait, une fois qu'ils sont rentrés, c'est là qu'ils vont voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec le compte. Fait que s'ils voient que c'est juste par exemple, un compte LinkedIn qui était sur un compte personnel puis il n'y a rien à faire dessus, ben, ils vont juste faire un peu de spam, puis après ils vont partir. Par exemple, si c'est un compte Facebook, s'ils voient que le compte a accès à des pages de compagnie, à des comptes, souvent, c'est là que l'attaque va se transformer, en fait, va se transférer vers la compagnie et non plus sur le compte personnel d'une personne. Fait que souvent, ils vont rarement viser une compagnie précise. Parfois, peut-être pour des grosses voix, ils vont peut-être essayer, là. Mais je dirais que 90% des cas, c'est vraiment, ils tentent de rentrer partout. Et après, une fois qu'ils sont rentrés, c'est là qu'ils vont voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire avec le compte ou avec la page. Et si c'est le cas, ben, c'est là qu'ils vont poursuivre l'attaque un peu plus euh, que juste un compte personnel. Mais après qu'à la base, on rentre dans un compte, puis après, on voit qu'est-ce qu'on peut faire avec, Ouais, principalement. mais, en tout cas, effectivement, oui, on n'est pas nécessairement plus la cible quand on travaille dans une entreprise, ou une autre d'une manière générale, mais en tout cas, Non. les dégâts peuvent être, totalement, différents en fonction de ce à quoi on a accès quand, on se connecte sur Meta. Si j'ai juste accès à mon compte perso, finalement, je risque pas, grand-chose à part être un peu, ennuyé. Mais, si par contre je suis, le propriétaire d'un ads manager, je peux prendre le Ben risque que voilà, c'est derrière, il y ait des dizaines de milliers d'euros qui soient dépensés, à mon insu. Ben, ça, bien évidemment, comme ça, ils visent un peu tout le monde devient aussi une cible. Fait que c'est pour ça que c'est l'avantage de dire qu'ils visent pas des gens précis. Par contre, comme ils visent tout le monde, ben, tout le monde devient un risque. Ce qui, du coup, un peu aussi le désavantage. Fait que, du coup, même si t'es pas protégé, ben, c'est que un jour, ça peut tomber sur toi, comme ils vont tenter de rentrer partout, ben, ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Fait que c'est un peu, je dirais aussi, si on veut le mauvais cas, c'est justement, tout le monde peut devenir une cible. C'est un peu l'inconvénient, je te dirais, là. Toi, aujourd'hui, tu arrives un peu à mettre des chiffres sur le nombre d'attaques sur les réseaux sociaux qu'on peut avoir, tous les jours? Enfin, j'imagine que, Meta ne communique pas, dessus, donc ça doit être difficile d'avoir de la data, mais tu arrives un peu à avoir de la data sur ce côté-là? Ben, je dirais qu'évidemment, les plateformes en elles-mêmes, elles, évidemment, elles sont rarement piratées. Par exemple, tes Meta, eux, leur serveur, c'est blindé. Pirater Meta, ça se fait pas comme ça. Eux, c'est blindé, mais c'est vrai que par exemple, les personnes qui sont en arrière, qui ont les comptes, eux, là où il y a un peu plus de statistiques, sur Meta, juste à mon niveau, par exemple, j'ai en moyenne 3 compagnies particulières par semaine qui me contactent en disant on a été piraté, qu'est-ce qu'on fait? Fait que c'est juste à mon niveau, j'en ai 3 4 qui m'écrivent en disant là, c'est la panique, qu'est-ce qu'on fait? Ça a une bonne idée que des attaques, il y en a sûrement plusieurs centaines de milliers par jour à travers le monde. Il y en a sûrement plusieurs milliers. Mais ça veut dire que en fait, il n'y a pas vraiment de chiffre officiel, mais c'est vrai que juste moi, je vois qu'il y en a beaucoup. Puis au niveau, par exemple, de tout ce qui est récupération, une fois que tu es piraté, ça, par contre, il y a des chiffres. En fait, il y a un organisme américain qui est une OBNL, c'est un organisme à but lucratif qui, en fait, ils recensent tout ce qui est attaque informatique et usurpation fraude. Et du coup, ils ont fait une étude en 2022 aux États-Unis.
Et ce qu'ils ont, si on veut, sorti de l'étude, c'est que 70% des personnes qui étaient piratées sur les réseaux sociaux ne récupéraient jamais leur compte. Soit parce que le compte avait été supprimé, soit parce que les méthodes de récupération n'avaient pas fonctionné. Fait que ça, tu vois que 70% des gens piratés ne récupèrent jamais leur compte. C'est un chiffre assez important. Et dans mon cas, ce que je vois de manière plus concrète, parfois, les gens n'osent pas dire la vérité quand on te parle de s'ils se sont fait avoir ou pas. Mais moi, de ce que je vois concrètement, on est plus proche du 90% que du 70%. En gros, très souvent, tu récupères pas tes comptes. Du moins, les comptes personnels, ça, 80% des cas, tu le récupères jamais. Dès que tu touches dans les compagnies, il y a des méthodes un peu plus poussées pour récupérer. Mais malgré tout, souvent, en effet, c'est de repartir de zéro la page Facebook, repartir de zéro le compte Ads ou le compte Facebook, Instagram, LinkedIn. Fait que c'est vrai que ça, c'est beaucoup l'impact. C'est qu'une fois que tu es piraté, ben, bonne chance pour avoir tes comptes. C'est un peu ce qui ressort du moins des stats plus concrètes qu'on peut voir, c'est que c'est vraiment ça. Une fois que tu es piraté, c'est pas une plateforme qui va venir t'aider pour te sauver. C'est comme, ah, t'es fait pirater, tant pis pour toi, c'était à toi de te protéger. Ouais, ça on est un peu, laissé, seul malheureusement par Meta et j'imagine aussi, par TikTok, Snapchat et cetera quand ça arrive. Hem Moi, j'ai évidemment vu, des clients se faire, pirater ou entendu des marques autour de moi qui s'étaient fait, pirater, leur compte, très bêtement généralement, mais c'est presque ces attaques-là qui sont les meilleures. C'est les attaques les plus, logiques une fois qu'on s'est fait, qu'on Tout à s'est fait fait. avoir et à chaque fois le ressenti c'est le même. C'est effectivement dur de récupérer ces accès, mais un des ressentis aussi et je pense que tu vas le partager avec moi, c'est que on aurait dû, faire mieux pour se protéger. Ben, c'est un peu le gros problème, c'est que les réseaux sociaux, on voit ça un peu, comme, c'est tout beau, c'est merveilleux, c'est le fun, c'est drôle, oui, mais c'est aussi des actifs numériques qu'il faut protéger. C'est vrai qu'en effet, souvent, en effet, tu as raison, on va s'y intéresser à l'aspect sécurité quand c'est trop tard. Et c'est un peu le gros problème, c'est que, par exemple, tes Meta, c'est la plateforme qui offre le plus de solutions pour te sécuriser et te protéger. Que ce soit TikTok, LinkedIn, Meta, c'est ceux qui offrent le plus de solutions, et les gens, les compagnies ne mettent rien en place. Et après, ils se plaignent qu'ils n'ont pas de support de méta pour se faire aider. C'est vrai que moi, souvent, j'amène un peu un aspect de dire, ben, je comprends que il doit y avoir plus de support. En même temps, si tu n'as rien fait pour te protéger alors que alors que tu avais tous les outils en place pour le faire, ben, c'est un peu de ta faute. Tu as un peu couru après d'être piraté parce que justement, tu aurais pu mettre en place des protections, tu aurais pu te sécuriser. Si tu l'as pas fait, tu es piraté. Ben, malheureusement, même si oui, tu n'as pas de support parce que les plateformes n'ont pas l'intérêt à payer des gens pour aider, pour aider à avoir des comptes, ben, tu aurais pu éviter l'attaque justement en te protégeant. C'est un peu pour ça, moi, je suis comme, ben, je comprends que oui, il y a un problème, mais de nouveau, j'essaie toujours de rappeler aux gens qu'il y a des moyens de se protéger. Ils ont rien fait. Ils sont plus responsables de l'attaque malgré tout. C'est dur à entendre, mais effectivement les réseaux sociaux aujourd'hui, enfin, je pense qu'on souffre encore un peu de cette image, c'est pour s'amuser, c'est pas si Ouais. sérieux que ça. Je pense que pour, 99 des utilisateurs, perdre son compte Facebook, effectivement, c'est pas, si grave que ça change pas son quotidien. Mais quand, on fait de la publicité en ligne, quand on travaille sur des métiers, liés de près ou de loin à des, réseaux sociaux, c'est super important d'être vigilant sur ce point-là. Ah, tout à fait, absolument. T'es sûr que c'est un compte Facebook avec 6-7 amis. En effet, tu le perds, bah, tu vas quand même bien dormir le soir. Mais c'est un compte Instagram de compagnie qui a 10 000, 20 000 abonnés, puis tu le perds. Ça se peut que tu dormes moins bien. Et donc, mais c'est un peu la société. Donc, pour les compagnies, si ça leur apporte quelque chose de bénéfique d'être présent sur les réseaux sociaux, ben, ils devraient protéger ses actifs. C'est sûr que même si tu as une page, mettons, avec 100 abonnés, mais que la compagnie ne fait rien sur les réseaux sociaux, c'est juste pour dire qu'elle a une page, mais qu'elle fait rien dessus, ben, de nouveau, si eux ils la perdent, bon, ce sera embêtant, mais en fait, ce sera peut-être pas la fin du monde. Mais si tu dépends des réseaux sociaux, ou même si tu fais des ads, ben, clairement, si tu mets de l'argent, c'est que ça rapporte quelque chose en retour. Fait que, du coup, de pas venir protéger ce qui te rapporte quelque chose, c'est un peu un non-sens, mais c'est vrai que souvent, c'est un peu ça. C'est que dire, c'est le beau, c'est le fun. C'est en ligne, c'est une belle image de marque et tout ça, oui. Mais si tu le perds, tu peux réaliser que, oups, finalement, ça va peut-être plus que juste pour dire qu'on est présent sur Facebook et sur Instagram, quoi. Et toi, justement, tu vois, enfin, quelles sont les principales, pardon, conséquences ou les principaux, impacts, hem, d'une attaque, de son compte, Facebook ou de son profil, Instagram? Ben, on le disait souvent, ça va être de repartir de zéro. Parce que bon, ton compte, tu vas pas réussir à le revoir. Fait que si tu peux pas revoir ton compte, ben, de nouveau, si tu avais beaucoup d'abonnés,
Repartir de zéro implique que tu n'as plus la même base, puis tu n'as plus la même, si on veut, communauté que tu avais, donc tu n'as plus la même portée pour aller rejoindre les gens sur les réseaux sociaux. Fait que l'impact, ça peut être du chose de devoir repartir de zéro. Ben, l'impact, c'est qu'en temps et en argent, tu vas prendre du temps de rebâtir ce que tu avais réussi à monter. Par exemple, tu as un compte Instagram ou une page Facebook, et si tu as le compte depuis 2014 et tu perds du jour au lendemain, en 2024, rebâtir ce que tu as réussi à monter en 10 ans, tu le sais sûrement encore mieux que moi, en ad, bonne chance. Ça va te prendre soit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour avoir ou juste beaucoup de temps. Fait que l'impact, c'est beaucoup aussi un impact, on va le dire que si on perd nos réseaux sociaux et qu'on doit les rebâtir de zéro, ben, tout le temps qu'on a consacré avant à bâtir tout le monde, cette communauté, ça va être long à la revoir. Ça, c'est un des impacts principaux. Évidemment, il y a aussi l'argent qui rentre en ligne de compte. Donc, si tu avais des comptes ads, si tu perds tes comptes ads, ben, du coup, ça va être une fraude financière. Fait que, du coup, ceux qui vont prendre ta carte de bancaire pour faire les transactions, ailleurs, du coup, ben là, tu auras une fraude. Et ça, pour le coup, ça, par exemple, tu es en Amérique du Nord, contester une transaction et te faire rembourser, ça se fait quand même bien. En France, de ce que j'ai vu, beaucoup plus complexe de réussir à te faire rembourser par ta banque la somme dépensée. Fait que souvent, ça va être une perte nette de dire, hop, carte fraudée, ah ben c'était votre carte, c'est vos accès, vous avez pas été vigilant, on vous rembourse pas. Et du coup, tu vas avoir vraiment une perte monétaire directement avec ça. Et évidemment, si la compagnie dépense et du coup fait des ads pour normalement aller avoir des ventes en retour, ben si demain ton compte ads s'arrête et tu n'as plus aucune pub qui sort, ben l'impact, ça va être tu auras une perte sur tes ventes parce que justement, tu n'auras plus de pubs qui vont rouler, donc tu auras moins de trafic, donc moins de ventes. Fait que l'impact pour ces compagnies qui dépendent un peu, ou du moins que ça fait partie des vecteurs pour aller chercher des ventes, ben si du jour au lendemain, tu n'as plus de ads qui roulent, tu auras absolument une baisse dans les ventes, ça c'est sûr. Ça, c'est un peu, je trouve, un des impacts. Mais de manière générale, ça c'est beaucoup de dire, ben, si on perd les réseaux sociaux, il faut qu'on les rebâtisse. Et c'est surtout ça l'impact, c'est que même si tu faisais pas d'ads, rebâtir ta page Facebook, ta page LinkedIn, ton compte Instagram, ça va prendre du temps et du coup de l'argent. Fait que c'est un peu l'impact. Il y a une sorte de coût de non, résolution. Si, là, on enregistre au mois de novembre, on a le Black Friday qui est devant nous, les fêtes de fin d'année. Si, un e-commerce qui compte beaucoup sur cette période-là ne peut pas investir, en ads à ce moment-là parce qu'il s'est fait, attaquer, finalement, c'est peut-être une grosse partie de son chiffre d'affaires annuel qu'il va pas pouvoir réaliser à cause d'une cyberattaque. Et un exemple excellent, en effet, le Black Friday, clairement, beaucoup de compagnies dépendent de cette période-là pour faire des ventes. Si en effet, demain, ils sont piratés, évidemment, même s'ils réussissent à avoir les accès, ça se fait pas en 2 jours. Moi, tu vois, par exemple, pour Meta, le temps moyen pour résoudre un piratage, je suis à 2-3 mois. Ouais, Dans ouais, deux bien trois sûr. mois, tu n'as plus aucun accès là. Et si tu réussis à les revoir, souvent, c'est pas une semaine, pas 2 semaines, c'est 2-3 mois. Donc, clairement, en effet, si ça arrive maintenant, ton Black Friday, tu peux l'oublier parce que tu l'auras pas. Fait que oui, en effet, ton exemple est parfait. C'est en effet l'impact pour les compagnies qui sont comme ça. Puis toi, par exemple, il y a un exemple aussi qu'au Québec, par exemple, il y a une compagnie qui s'appelle Mebobet. En fait, ils font des sous-vêtements pour hommes. Et tu vois, ils ont été piratés sur Facebook. En fait, le président de la compagnie, son compte Facebook a été piraté. Il était admin de son portefeuille business. Donc après, ils ont réussi à rentrer sur le compte Ads. Et du coup, ben, ils ont fraudé 8 500 $ sur la carte de crédit pour faire des publicités en Asie pour des éviers de cuisine. Du coup, tout simplement, eux, ils ont pris la carte de la compagnie, leur compte de pub, pour faire des pubs ailleurs dans le monde, mais en prenant le compte ad de la compagnie. Du coup, ben, eux, la fraude sur eux autres, du coup, c'est une perte de près de 10 000 $ qui a été fraudé sur la carte. Mais c'est aussi l'impact que, du coup, comme le Meta a bloqué le compte ad parce qu'ils disaient, peut-être ça enfreint les règles, mais du coup, ils ont perdu leur compte ad, je pense, durant un bon 3-4 semaines. Et après seulement une semaine, ils avaient dit dans les médias qu'ils avaient perdu jusqu'à maintenant 100 000 $ en vente qu'ils n'avaient pas fait à cause de la pub qui roule. Eux, justement, ils dépensaient autour de 700-800 000 $ par annuellement en ads. Et du coup, eux, partir du coup d'un coup, ça tombe à zéro. Ben, eux, justement, en une semaine, moins 100 000 $ en vente qu'ils auraient dû faire normalement avec les ads qui auraient roulé de manière normale. Fait que fait le calcul, dans leur cas, ils ont perdu l'accès durant environ un mois. Ben, tu viens de perdre près de 400 000 $ de ventes que tu n'as pas fait, que tu aurais dû faire avec tes ads qui roulaient. Donc, l'impact, c'est aussi là. Toi, ça, c'est l'exemple concret de justement, tu avais un compte ad, tu roulais des pubs, ça s'arrête du jour au lendemain. Ça prend du temps avant de récupérer tes accès. Ben, durant tout ce temps-là, quand tu n'as plus d'ads qui roulent, dans leur cas, tu vois, oui, perte de vente qu'ils auraient dû faire. Et ça, c'est un exemple concret. Puis tu vois, un autre exemple qui, eux, toi, c'est au Québec, on a le Parc Safari, qui est un zoo, pour faire simple. Puis tu vois, ce zoo-là, ils avaient une page Facebook et ils avaient 118 000 abonnés environ sur la page Facebook qui datait de 2012. Et en 2023, ils ont été piratés. Et le fraudeur a juste supprimé la page Facebook. Il a fait, moi, je la supprime. Et du coup, ils ont perdu du jour au lendemain 118 000 abonnés. Et tu vois, un an plus tard, en date de la semaine dernière, ils ont 3200 abonnés sur leur nouvelle page.
Quand tu vois 118 000, 3200, c'est plus la même portée. Avec quand la page a été supprimée, ben l'impact, c'est en plein là, c'est repartir de zéro, ça, après un an, et on est très loin des 100 000, là, 3200. Donc, ça, c'est de nouveau l'impact que ça peut avoir. Un dernier petit exemple, toi, j'ai une personne qui faisait, elle donnait des cours de dessin, mais en direct. Et ça fait peut-être environ 6 mois. Je crois elle avait fait plein de ads durant un mois pour promouvoir son événement en direct, pour faire c'était un atelier en direct, cours de dessin. Du coup, elle a fait de la pub ad pour que les gens soient au courant. Et je pense 3 jours avant l'événement, piratage de son compte Facebook, sa page Facebook est désactivée, donc elle peut plus tenir son événement en live qui était un live Facebook. Et du coup, ben là, elle fait, mais attends, moi là, j'ai mon événement dans 3 jours, qu'est-ce que je fais? Et du coup, je l'aide à ouvrir un ticket de sport avec Meta. Ils lui répondent, ben, madame, veut dire, votre page a été désactivée parce que le fraudeur a enfreint les règles, donc nous, pour vous, c'est non-respect des règles, donc on bloque la page. Et elle a fait, non, mais attendez, moi je dis, j'ai mis des ads depuis un mois, là, j'ai un événement dans 3 jours, qu'est-ce que je fais? Et l'agent de Meta a répondu, bah, désolé, pas grand-chose. Vous devez contester puis attendre qu'on revienne. Et justement, elle a dit, mais là, c'est pas normal. Moi, je voudrais avoir ma page. Elle m'a demandé, est-ce que vous compensez pour les pertes que j'aurai? Et là, l'agent de Meta a un peu rigolé en disant, ben, madame, c'est pas nous qui avons été piratés, c'est vous. Fait que non, malheureusement, Meta n'a pas de compensation pour la perte d'un accès, quoi. Et là, je m'en étais outré de dire, mais tu vois, mais, enfin, mais comment ça? Mais du coup, l'exemple, c'est juste pour dire que, tu vois, elle avait un événement en live, elle a mis de l'argent pour faire la promotion de l'événement. Quand on le perdait 3 jours avant, elle perd sa page, puis là, ben, elle peut pas tenir l'événement. Ben, du coup, ça veut dire que t'es alt fait, ça tombe à rien. Tous ceux qui avaient payé pour un billet, ils l'ont plus. Fait que toi, clairement, la perte est là. La perte est un événement qui peut pas avoir lieu parce que 3 jours avant, t'es piraté. Ben, ça peut aussi être des cas comme ça. Ça, malheureusement, ça arrive chaque semaine. Chaque semaine, des compagnies, c'est ce qui arrive. Ils perdent un accès, puis là, oups, on avait un événement, on a fait des ads depuis un mois, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu viens de perdre, c'est pourquoi oui, t'as investi de l'argent, quoi. Ça fait plutôt peur, tout ça et comme tu le dis, je pense que dans ce genre de situation, on se sent assez, esseulé. On aimerait que Meta soit plus, réactif et plus, compréhensif, tu l'as dit. On peut leur remettre une partie de la faute, Oui, mais c'est pas nécessairement eux qui se font pirater à ce moment-là, c'est, un de leurs utilisateurs et ça doit être aussi très compliqué de protéger, 4 000 d'utilisateurs et puis je pense que tu vas en parler après, mais tu as dit tout à l'heure qu'il existe aussi quand même derrière des bonnes actions, à mettre tout en à fait. place que Meta, nous propose de faire pour, nous protéger, au maximum. Mais bon, ouais, effectivement, toutes ces histoires, elles font un peu, froid dans le dos. On n'a évidemment pas envie que ça nous arrive. Du coup, qu'est-ce que toi tu recommandes de faire pour, éviter d'être dans ce genre de situation? Ben, évidemment, t'as vraiment des pratiques de base, si on veut, qu'on applique sur des systèmes plus classiques, mais qu'on oublie d'appliquer sur les réseaux sociaux. Un exemple tout simple, c'est le fameux double facteur d'authentification. Le code qu'on reçoit par SMS ou avec une application d'authentification style Microsoft Authenticator ou encore Google Authenticator. Ça, c'est la base des bases. Et beaucoup de gens de compagnie ne le mettent pas en place. Donc, si tu mets pas ça en place, ta seule protection, c'est ton mot de passe. Et malheureusement, en 2024, le mot de passe, ça peut se trouver, ça peut se craquer. Bref, si c'est ça ta seule protection, c'est pas une protection. Parce que genre, quelqu'un peut facilement contourner et ben, si du coup, il réussit à avoir ton mot de passe et qu'il rentre dans le compte, ben, comme il n'y aura pas d'autres protections, d'autres validations, ben, c'est fini, il vient de te pirater. Et sur les réseaux sociaux, le trois quarts des attaques, ça part d'un compte qui était mal sécurisé. Et souvent, c'est parce qu'il n'avait pas le fameux double facteur. Donc, juste de mettre ça en place, c'est déjà une première étape qui limite ou du moins qui rend beaucoup plus difficile le piratage d'un compte, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. C'est vraiment de mettre en place ce fameux double facteur. Ça peut te protéger de bien des attaques ou bien rendre beaucoup plus difficile l'attaque. Mais ça, tu vois, c'est tout bête. Et les gens commencent à le mettre, par exemple, tes comptes de banque. Ça commence à, on comprend que c'est important. Le compte Amazon, on le met. Les réseaux sociaux, c'est comme tout d'un coup, là, c'est plus important. Donc, les gens le mettent pas en place. Alors que c'est la base qui pourrait, oui, qui pourrait grandement aider à sécuriser tes comptes. Et du coup, les pages ou les ads qui sont accessibles avec ce compte-là. Ouais, effectivement, comme tu dis, c'est vrai que, sur un compte bancaire, c'est quelque chose qu'on a tous envie de faire. On veut le protéger et quand c'est sur Facebook ou sur Instagram, on trouve ça, «chiant» entre guillemets. On se dit: «Ah non, ça va me renvoyer un message, je vais jamais, Ouais, le recevoir», enfin ou, «Je le ferai, plus tard» et pourtant en fait c'est très simple et je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais c'est un peu, la loi de Pareto. J'imagine qu'il y a 20 des actions qui,
protège de 80 des attaques? Ah, absolument, ça en cyber, de manière générale, c'est ça. Mes réseaux sociaux, c'est encore plus ça. C'est tout à fait, c'est faut juste prendre le temps en effet, de le faire. Et c'est vrai que quand puis ça, je me dis, toi, tu dis: c'est pénible». Oui, mais tu sais, ton compte Facebook, si tu le mets en place, tu sais, si tu toujours sur le même ordinateur ou sur le même téléphone mobile, ton code, il va pas te le demander aux 2 minutes, il va juste te le demander si tu tentes d'aller sur un nouvel appareil. Mais si tu as tes mêmes appareils tout le temps, une fois que c'est configuré et que tu es connecté, le code, tu auras pas à le fournir. Fait qu'au final, oui, le temps pour le faire, oui, ça prend du temps, mais une fois que tu le fais, tu vas même pas réaliser qu'il est là, quoi. Mais malgré tout, c'est vrai que souvent, les gens, c'est comme si: «Non, ben, tu de trop long, tu j'ai pas le temps, plus tard, plus tard». Et le plus tard, souvent, réalise que: «Oups, j'ai été piraté parce que, ben, le plus tard, j'ai trop attendu». Donc toi, ta première recommandation, c'est, le double facteur sur Partout. Facebook, sur Instagram? Partout, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Dès que le son est disponible, c'est bien, c'est disponible partout, il faut le mettre, ça, assurément. Puis même quand ça fait avec des agences, par exemple, Instagram, tu peux configurer plusieurs double facteurs pour un même compte. Donc moi, souvent, on me dit: «Ah, mais tu le client, s'il le met en place, après ça, il faut qu'on lui demande chaque fois le code, c'est trop complexe». Alors quand même, les agences, ça bug souvent, tu peux mettre plusieurs pour un même compte. Et du coup, si tu fais ça, ben, l'agence, elle met en place pour son compte à elle, et le client le met de son côté, comme ça, le client, son compte est sécurisé, et l'agence peut elle-même fournir le code de sécurité sans devoir demander au client. Et du coup, ça fait tellement besoin pour ça, ben, l'excuse de dire: «Ah non, c'est trop compliqué». Non, je veux dire, tu peux en avoir plusieurs pour un même compte. Donc, par exemple, ça, oui, même si ça fait avec une agence, ben, tu sécurises tous les comptes. Et ce qui est aussi souvent important, c'est d'être sûr que les coordonnées sont bien à jour. Donc, tu vois, en fait, pas plus tard que ce matin, moi, j'avais un meeting avec une compagnie pour les aider. Et tu vois, la compagnie, la gestionnaire qui était admin de la page Facebook, ben, il fallait qu'elle active son fameux double facteur qui n'était pas fait. Et j'ai dit, ben, tu vas dans tel paramètre, et du coup, hop, ça a demandé qu'elle rentre le code de sécurité envoyé à son mail. Et là, elle m'a dit: «Ah, mais je veux dire, je l'ai plus ce mail-là. Ça fait c'est ça, c'est quand j'étais tout ça, c'est quand il y a 10 ans, quand j'étais une enfant, que j'avais créé ce compte-là, mais moi, ce mail-là, je l'ai plus». Du coup, incapable de recevoir le fameux code de sécurité. Là, ben, du coup, finalement, elle allait faire une demande, de reset de mot de passe parce que sa mère avait le quoi de récupération. Bref, elle va réussir à avoir son compte, mais le point, c'est de dire, si tu pas accès à ton mail le moment où, ben, par exemple, Facebook demande un code, tu peux même perdre ton compte. Par exemple, on prend l'exemple, de compte Instagram de compagnie. C'est la stagiaire, qui a créé le compte durant son stage. Elle a mis son mail perso associé au compte Instagram. Elle finit son stage, elle quitte. Et là, un jour, un admin décide de faire une demande de reset de mot de passe parce qu'il l'a oublié. Si ça envoie un code pour valider au mail de la stagiaire et que tu peux plus lui parler, comment tu fais? Ben, tu peux perdre ton compte, juste parce que le mail qui est associé n'était pas un mail à jour ou auquel la compagnie avait accès. Donc, tu sais, un truc, tu sais, juste de valider quelle information est associée au compte, ça peut te sauver de bien des ennuis. Et ça, souvent, c'est encore moins fait. Parce que souvent, une fois que c'est fait, ben, comme tu as accès au compte, tu oublies d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en arrière. Et de nouveau, le jour où, par exemple, où Facebook, LinkedIn te demande un code qui est envoyé au mail qui est associé, si tu n'as pas accès à ce mail-là, ça se peut que tu sois bloqué et que tu perdes ton compte. Donc là, c'est aussi une bonne pratique. Vérifier si les coordonnées sont bien à jour au niveau de tous tes comptes. Ça peut sauver de nouveau de bien des ennuis, là. Ouais, bien sûr. Ouais, donc première chose, double facteur, ensuite s'assurer que, les adresses email, les numéros de téléphone auxquels on a relié, ces comptes, on y a bien, tous accès, être bien vigilant sur cette partie-là. Absolument, ça c'est vraiment la base. Évidemment, les mots de passe, on peut quand même le dire, là. Même mettre le même mot de passe partout, c'est pas la meilleure des idées. Évidemment, on met des mots de passe différents pour chacun des comptes. Et pour les sauvegarder, quand tu es une compagnie, ben, pour les sauvegarder, un fichier Excel, un fichier Google Sheet, c'est pas non plus la meilleure place. Idéalement, tu veux mettre en place ce qu'on appelle un gestionnaire de mots de passe. Fait qu'il y en a, il y en a plein, Dashlane, OnePassword, il y en a plein, mais du coup, ça, idéalement, c'est la vraie bonne pratique, c'est mettre en place comme ça, comme si c'est un peu un coffre-fort virtuel. Ben, tu as juste à te rappeler d'un seul mot de passe, celui de ta voûte, et après tous les autres, c'est la voûte qui s'en rappelle pour toi. Fait que là, c'est vraiment la meilleure pratique. Quand c'est pas possible, ben, idéalement, c'est si dans un fichier Excel, ben, au minimum, il faut limiter l'accès au strict minimum de personnes. Et être sûr que, par exemple, si c'est sur Dropbox, ben, que le compte Dropbox soit lui sécurisé pour être sûr que ça ne donne pas une porte pour parce que si le fraudeur met la main sur ton fichier où il y a tous tes mots de passe et que tu as peut-être oublié certaines protections, ben, dès que le fichier il va juste prendre les comptes puis après il va juste rentrer partout, quoi. Fait que ça aussi, en fait, de venir être sûr de que les mots de passe ou qui sont sauvegardés sont sécurisés, c'est aussi une manière de te protéger, là. Donc, je mets le double facteur, je vérifie toutes mes adresses, que toutes mes adresses email, mes numéros de Ouais, téléphone mail, sont à numéro de jour. téléphone, ouais.
je crée des mots de passe, compliqués avec un gestionnaire de mots de passe. Tu vois Oui. d'autres, actions comme ça qu'on peut, mettre en place? Ben, quand on parle de la partie vraiment sécurisation, évidemment, être sûr que le mail qui est associé au compte est oui à jour, mais aussi sécurisé. Parce que si par exemple, ton compte Facebook est sécurisé, mais que le mail qui est associé au compte l'est pas, et que le fraudeur réussit à rentrer sur ton mail, ben, qu'est-ce qu'il fait? Demande de changement de mot de passe, il reçoit le code, il rentre, puis après, il peut réussir à être insistant, à peut-être un peu contourner et réussir à rentrer, quoi. En effet, être sûr que le mail qui est associé au compte est lui aussi sécurisé, c'est aussi la bonne pratique. Puis pour revenir un peu sur le double facteur, être sûr de récupérer ses codes de secours, c'est aussi une très bonne chose. En fait, c'est que si par exemple tu venais à perdre soit par exemple, ton téléphone et donc que tu ne peux pas fournir le code de sécurité au moment où il est demandé, ben, quand tu rentres souvent un code de secours, ça permet de contourner la sécurité pour aller reconfigurer sur un nouvel appareil ton double facteur avec par exemple un nouveau téléphone ou un autre numéro. Du coup, c'est vraiment une protection de la protection. Et que ce soit les compagnies ne les téléchargent pas, mais ça pourrait sauver de bien des ennuis si tu venais à perdre ton téléphone qui du coup sert pour recevoir ce code de validation. Ben, sans les codes de secours, tu peux être pris à ne plus pouvoir, si on veut, avoir accès à ton compte. Alors qu'avec ces codes de secours, tu peux justement y accéder. Petite parenthèse sur cette partie-là, tu peux nous expliquer c'est quoi un code de secours? Oui, ben ça, en fait, c'est une série de codes que tu peux aller télécharger autant sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. En fait, c'est vraiment pour dire, en fait, c'est comme si tu fournissais un code à 6 chiffres. Du coup, c'est un code à usage unique qui sert vraiment à, si on veut, à valider que c'est bien toi qui as le compte. Si tu ne peux pas fournir ce fameux code de sécurité que tu devrais normalement recevoir par SMS ou à partir de l'application. C'est vraiment une protection de la protection. Pour pouvoir ne pas perdre accès à ton compte si tu perds ton moyen de fournir ce code de sécurité qui est le fameux double facteur. OK, et donc ça, ce code de secours, je peux aller le paramétrer, dans mon profil, Facebook, c'est ça? Oui, ben, en fait, tu peux aller les récupérer. En fait, c'est généré par la plateforme, mais oui, quand tu vas sur ton compte, tu peux les récupérer. Et après, soit que tu le prends en photo, ou tu télécharges le fichier, puis tu le mets tes bandes sur ton cloud. Et comme ça, le jour où, mettons que tu perds, ben, tu peux aller prendre le fichier, prendre une série de codes, le rentrer, et du coup, valider ta connexion. OK, je connaissais pas cette histoire de code de secours, c'est super, intéressant. C'est vraiment, c'est beaucoup. Par exemple, il y a peut-être qu'il n'y avait pas eu mais en France, peut-être pas, mais au Québec, en tout cas, il y a environ 6 mois, il y a eu une panne générale. Et tu fait durant une bonne heure, Facebook, Instagram, il n'y a plus rien qui marchait. Et tout le monde a été déconnecté. Tous les comptes se sont fait déconnecter. Un nombre de personnes qui m'ont écrit ou écrit sur les réseaux sociaux en disant j'ai été déconnecté. Là, je vais dans mon mot de passe, ça me demande de rentrer le double facteur. Mais c'est relié à mon numéro que j'ai plus. Ben, il y a plein de gens qui ont perdu leur compte parce que du coup, ils ont été déconnectés par Facebook, Instagram. Là, du coup, ils se reconnectent, ils mettent le mot de passe, mais hop, le mot de passe, non, maintenant ça demande le code de sécurité. Et comme ils n'avaient pas pris leur code de secours et que c'était pas à jour, bah, du coup, alors que si admettons, vous avez eu les codes de secours, ah merde, c'est pas le bon numéro, hop, tu rentres ton code de secours et après tu peux accéder à ton compte à les reconfigurer sur un nouvel appareil. Et du coup, avoir ces codes-là aurait sauvé bien des gens. Mais en fait, si tu ne les télécharges pas, le jour où ça te demande le code de sécurité, si tu ne peux pas le fournir, ben, ton compte est barré, tu pourras juste ne plus y accéder. Fait que c'est vraiment une bonne protection de la protection. C'est vraiment essentiel, surtout pour une compagnie où justement, par exemple, tu vas avoir du roulement d'employés. Par exemple, la personne qui a créé le compte ou qui a mis le double facteur kit, ben, si tu as les codes de secours, tu peux de nouveau aller quand accéder puis aller remettre le compte avec un nouvel appareil pour du coup pas perdre accès à ton compte de compagnie. Fait que ça, c'est en effet une bonne pratique. Surtout à titre personnel, mais pour les compagnies, c'est vraiment essentiel parce que souvent, tu perds ce double facteur. Ben, sans les codes de secours, c'est hop, on recommence de zéro. Et tu vois d'autres, recommandations que tu donnes, justement à tes clients, enfin autour de toi, de choses basiques à faire et qu'il faut absolument faire? Ouais, ben en fait, une fois que les comptes sont bien sécurisés, d'où entrer Ouais, dans les bonnes pratiques, évidemment, de limiter le nombre d'administrateurs général des ressources. ouais. Par exemple, tu es sur Meta, quand tu as un portefeuille business, tu peux avoir le contrôle total ou l'accès partiel. Page Facebook, tu peux être super admin de la page ou juste t'es admin de contenu. Et bref, ça, souvent, la mauvaise pratique, c'est que les gens sont admin de tout. Ouais. Ça, je le vois très souvent, les compagnies, tout le monde est super admin du portefeuille business, tout le monde est admin de la page. Ben, si tu fais ça, comme le risque zéro n'existe jamais en cybersécurité, même si tu te protèges bien, si un compte est quand même piraté et qu'il était super admin, c'est là que le fraudeur peut faire ce qu'il veut et en fait, il va juste virer les autres admins. C'est là, du coup, que les vrais problèmes commencent. Ouais. Fait que ça, moi, je dis, pour vraiment limiter ce risque qui peut arriver même si tu te protèges, en fait, c'est de limiter, de segmenter les accès. Donc, par Mmh mh. exemple, tu es un business manager sur Facebook, sur Meta,
ben, t'as pas à avoir 6 super admins, t'en as 2. En fait, c'est toujours minimum 2, comme ça, si un perd son compte, t'as un backup. Mais généralement, t'as pas à dépasser 2, mais disons 3 c'est vraiment ou 4 c'est des grosses, mais disons une compagnie moyenne, là, si t'as 6 personnes qui ont accès, souvent 2 admins, c'est assez. Et Ouais, pour les autres, ben, du coup, tu leur donnes un rôle selon leur tâche. Par exemple, tu penses que tu as quelqu'un qui est en charge de gérer tout ce qui est commentaires, publications et tout ça. Ben, tu peux lui donner le rôle de gestion de contenu, comme ça, il peut faire son travail. Mais il n'y a pas le risque que, comme il est admin, elle puisse nuire à la compagnie si elle est piratée. Fait que souvent, par exemple, c'est vraiment de dire, on va segmenter les rôles selon les tâches de chacun. Donc, ouais. toujours deux admins général pour tout. Mais après, pour les autres personnes, ben, tu donnes un accès partiel selon ce qu'il doit faire pour la compagnie. Et en fait, dans ça, du coup, tu viens juste limiter le risque que si un des comptes est piraté, il y a plus de chances qu'il soit pas admin que si ton est admin, tu es sûr que si un est piraté, il est admin, c'est là que tu as les vrais problèmes et les vraies attaques, quoi. Donc ça, c'est un peu la très bonne pratique qui souvent est pas là. Souvent, c'est tout le monde a accès à tout, puis oui, mais ça devient un risque malgré tout. Ouais et j'aurais envie de dire aussi, tu vas me dire si je pars dans la bonne, enfin si j'ai un bo une bo si c'est une bonne remarque, ou pas, mais donner donc les bons rôles aux bonnes personnes, les bonnes accès aux bonnes, personnes. Sur Meta notamment, quand on travaille avec des agences comme la nôtre, on nous ajoute pas comme utilisateurs, mais plutôt comme, partenaires. Est-ce que ça, c'est une recommandation aussi que tu, as à donner? Pour les agences et du coup les clients qui font affaire avec une agence, oui, ça c'est la meilleure méthode, c'est les fameux liens partenaires pour justement que les clients aient son environnement à lui. L'agence a le sien, et comme tu fais un lien, tu peux avoir accès à ces ressources auxquelles tu as besoin pour faire ton travail, mais tu n'es pas dans son environnement à lui. Et en fait, dans ça, si mettons le client, lui, il est piraté, ben toi, du côté, tu te mets pas à risque toi. Et l'inverse pour le client aussi, si toi, tu as un problème, ben tu mets pas à risque le client. Ou du moins, enfin, même si tu as accès par exemple aux ressources, si mettons, il y a un problème, le client peut juste couper le lien, s'il coupe le lien partenaire, tous les accès qui sont d'un côté sont coupés. Alors que si tu as mis chaque personne veut dire sur chacun des comptes, bonjour, le jour où tu as un problème, d'aller retirer chacun des accès. Et c'est comme ça, tu vois ça souvent, en effet, les compagnies, les agences, soit sont le fait intégrer avec leur compte dans le méthode du client, ou pire, ils prennent, mettons, la page et ils le mettent dans leur environnement à eux. Et s'ils font ça, par exemple, pour Meta, c'est eux qui deviennent en théorie les propriétaires de la ressource. Ben, la page devra appartenir à la compagnie. Donc, ça, en fait, le jour où il y a un problème, par exemple, moi, j'ai été une agence marketing qui m'a été référée. Eux, justement, ils se sont fait restreindre leur portefeuille business au complet. Et eux, toutes les pages de leurs clients étaient dans leur portefeuille à eux. Du coup, pour Meta, ça leur appartenait. Le jour où ils ont été bloqués, toutes les pages des clients bloquées. Parce que Meta a dit, non, mais même si c'est la page de compagnie A, comme c'est dans votre portefeuille à vous, pour nous, c'est à vous. Donc, vous avez enfreint les règles, on bloque la page. Alors que s'ils avaient fait un partenaire et que l'agence avait eu sa page dans son portefeuille à elle, pendant le client, ben, même si l'agence avait été restreinte, la page, elle aurait pas été impactée. En effet, pour te protéger toi en tant qu'agence et pour protéger le client, c'est vraiment la meilleure manière, en effet, d'activer ce lien partenaire. Donc, dans le cas de Meta, ben, l'agence a son Meta Business, le client est le sien et tu te donnes accès aux ressources, mais via ce lien partenaire et non en allant directement, manuellement sur chacun des accès du côté du client. Très bien. Top, bah, ça fait déjà pas mal de choses, à mettre en place. Hem, j'ai l'impression que quand tu le dis comme ça, c'est beaucoup de choses qui font, du bon sens, qui restent, accessibles. On n'est pas en train de parler d'installer du hardware, très Ah non, non. compliqué pour, se protéger et de se créer une zone de sécurité, avec des outils, inimaginables. Hem, j'imagine que toi, tu as plein d'autres pratiques qui te permettent de bien accompagner tes clients sur, du coaching, sur des formations, sur des audits et cetera. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ta manière, d'accompagner tes clients et la valeur ajoutée que tu leur apportes? Ouais, bien sûr. Ben, en fait, comme on dit, si on revient au début, les réseaux sociaux, comme on dit, comme c'est le marketing qui gère, c'est des gens qui sont bons dans leur domaine, mais comme la sphère en fait pas partie, ben, en effet, souvent, ils vont gérer comment ils pensent que c'est le mieux de gérer, mais niveau sécurité, comme c'est pas leur domaine, c'est tout croche. Et moi, c'est vraiment de dire, on va venir amener ces bonnes pratiques pour, si on veut, venir combler ce manque, si on veut, d'expertise sur comment on sécurise nos réseaux sociaux. Fait que dans mon cas, j'ai vraiment en fait deux axes. C'est soit de faire un audit, mais c'est vraiment d'aller évaluer, si on veut, la posture de sécurité d'entreprise au niveau de comment elle gère sur l'aspect sécurité ses réseaux sociaux. Pour du coup, ça veut ressortir toutes les failles qui posent un risque de sécurité au niveau de leur environnement et du coup de leurs réseaux sociaux. Ben, du coup, après, c'est aussi de dire, ben, voici vos failles, mais surtout, voici quoi faire pour les corriger.
Fait que moi, c'est un peu un audit qui dit il y a des problèmes et surtout voici quoi faire pour les corriger et du coup venir rehausser votre niveau de sécurité et donc ben, être moins à risque d'être piraté. Fait que souvent, ça part toujours de dire qu'est-ce que vous avez, comment c'est géré, qui a accès à quoi, et qu'est-ce qui pose un risque. Voici comment pour le corriger, donc pour venir éliminer ce risque ou venir le diminuer au maximum. Ça, c'est un peu l'offre principale. Évidemment, après ça, ben, souvent, comme parfois, même si c'est pas technique, il faut quand même savoir comment le faire. Ben, souvent, ça va d'aider les compagnies à mettre en place ces bonnes pratiques. Donc, de dire, en fait, de dire maintenant qu'on sait qu'est-ce qui pose un risque, ben aussi, voici quoi faire pour mais surtout, voici comment on peut le faire avec vous pour justement que ça prenne moins de temps que si vous commencez à essayer de comprendre comment le faire. Fait que c'est un peu de l'accompagnement sur mesure qui dit, ben, c'est maintenant qu'on sait, maintenant je vais vous accompagner pour que ce soit plus rapide de le faire en place, mais surtout qu'on soit sûr que c'est bien fait. Parce que genre, même si tu sais que ce risque-là et que tu peux le corriger, si tu sais pas comment le corriger, même si tu sais que c'est un risque, ça se peut que tu le corriges à moitié ou que ce soit fait, mais peut-être pas de la bonne manière. Fait que c'est un peu de dire voici, mais surtout voici comment je peux vous aider à vous-même le mettre en place. Pour ça, c'est un peu justement les deux branches. Parce que surtout, les réseaux sociaux, en effet, une fois que c'est fait, c'est fait. Comme il faut juste prendre le temps, comme il faut prendre le temps de le faire, souvent quand tu es occupé, les compagnies, souvent ça roule vite, ben, quand ils n'ont pas le temps, là, si tu vas remettre à plus tard, si tu remets à plus tard, ben, le temps que tu mets à plus tard, ça se peut que ce soit le temps qui soit nécessaire pour un fraudeur pour te pirater, quoi. Fait que moi, c'est de dire maintenant qu'on sait qu'il y a des risques, ben voici, on va ensemble les corriger pour être sûr que le plus vite possible, on vienne baisser votre risque, donc que les réseaux soient mieux sécurisés et qu'on évite d'une certaine manière d'être piraté, ou du moins qu'on limite au maximum le risque que s'il y a un piratage, ben, ça tombe sur le voisin et non sur vous en tant que compagnie, quoi. Fait que c'est un peu ça. Mais disons que c'est beaucoup de la prévention. Oui, je peux aider à récupérer des comptes, mais ça aussi, c'est vraiment, t'es là, j'ai aucune baguette magique. Quand t'as perdu, quand t'as été piraté, on est très dépendant des plateformes. Mais moi, si je connais un peu les techniques pour réussir à parler à Meta ou bon, quelle procédure fonctionne mieux qu'une autre, ça reste que je suis dépendant de Meta qu'ils acceptent ma demande, quoi. Donc, pour ça que de nouveau, c'est les piratages, oui, je peux aider, mais je préfère nettement aider pour justement se sécuriser que de me faire appeler en disant j'ai été piraté, qu'est-ce qu'on fait? Parce que souvent, c'est toujours beaucoup plus compliqué d'aider à avoir un accès qu'à le protéger. Dans mon cas, c'est beaucoup dans la prévention, c'est beaucoup facile de mettre en place les bonnes pratiques que de ravoir. Ça, c'est assurément plus facile de mettre en place que de ravoir un accès. Ça, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il vaut mieux travailler, avec toi avant, Oui, de s'être fait pirater qu'après tu seras, bien plus, efficace et tu pourras, promettre un résultat beaucoup plus sûr ah, et tout donc à toi fait, c'est ça, assurément. ce que tu apportes, c'est, ouais, c'est de la méthode, du process, le fait de vérifier, chacun des points, à vérifier et j'imagine peut-être aussi de faire un peu de prévention auprès des équipes. Parce que, finalement, comme on l'a dit, c'est pas des entreprises finalement qui se font, réellement attaquer, c'est surtout des individus. Oui, tout à fait. Tu sais, il y a aussi le volet formation. Quand on fait de la formation, ça reste que l'humain est la faille la plus importante. C'est que l'humain, c'est lui qui a le plus de. Fait qu'en fait, c'est vraiment de dire, une fois qu'on est sécurisé, ben, par exemple, que les gens ils ont accès à tes ressources, est-ce qu'eux-mêmes ont quand même les bonnes pratiques ou ils ont les bons réflexes? C'est ça, dans le version, il y a aussi en fait de dire, on va venir mettre un peu. Oui, c'est un peu de la formation, même si en fait, c'est aussi de dire voici qu'est-ce que vous devez avoir comme bon réflexe pour pouvoir ne pas vous faire avoir, justement, à tout ce qui est hameçonnage ou fraude. Ça peut te dire, ben, il y a des réflexes à avoir. Fait que voici c'est quoi les réflexes. Mais oui, c'est beaucoup en fait d'accompagner et de dire, ben, voici qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Euh, mais justement, en effet, une fois que c'est fait, ben, en fait, c'est un peu de dire, les bonnes pratiques, il y en a plein. Par contre, il faut qu'on les applique sur les réseaux sociaux. C'est ça un peu, souvent, des fois, les compagnies ils vont mettre en place des bonnes pratiques de cybersécurité, sur tout ce qui est ordinateur, serveur, souvent ça c'est en place. Ils ont juste, si on veut, oublié de prendre ces bonnes pratiques de cyber et les appliquer sur ces réseaux sociaux. Fait que on peut dire, on va prendre ces bonnes pratiques et on va les appliquer sur ces plateformes-là, parce que souvent c'est ça qui est pas fait. Fait qu'en fait, c'est pas, c'est pas technique. C'est pas technique. C'est des pratiques, mais c'est pas. Je veux dire, n'importe qui peut apprendre comment le faire. Donc, c'est pas en fait, c'est pas un truc qui sont pas. C'est pas je veux dire, inaccessible. N'importe qui peut en fait comprendre ces bonnes pratiques puis les mettre en place. Il faut juste savoir, mais une fois que tu l'as appris, ben, tu l'as appris, quoi. Alors que ça a été d'autres types de services, par exemple, mettre un pare-feu, c'est sûr que si t'as pas de bonnes connaissances techniques, ça peut se compliquer. Mais réseaux sociaux, comme tout est en ligne, c'est beaucoup je veux dire, des interfaces graphiques, ben, n'importe qui a un minimum si on veut, d'habileté avec un ordinateur, ben, peut être capable de mettre en place et de comprendre c'est quoi qu'il faut avoir comme bonne pratique et surtout de les garder dans le temps.
Évidemment, si tu mets en place parfois, si tu mettons, tu m'aides à tout mettre en place, mais ouais, si tu reprends tes bonnes habitudes, ça va pas servir à grand-chose. Et ça, c'est un peu souvent l'impact, c'est les compagnies, souvent, ils vont par tendance à tu sais, à remettre en place ce qui était mis en place avant, et du coup, ravoir des risques de sécurité. Fait que c'est un peu de dire, si tu prends le temps de justement, mettre en place ces bonnes pratiques et de les garder dans le temps, c'est là que tu protèges. Alors que si tu les effaces une semaine après, ben, ça n'aura pas servi à grand-chose. Ouais, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut remettre en question, continuellement. Ça doit être un sujet de fond et pas un sujet, à un instant T. Parce que dans ces cas-là, on est protégé à l'instant T, mais quelques mois plus tard, si on n'a pas continué de suivre les bonnes pratiques, on ne l'est plus, rapidement. Et comment on peut, juger, bah, justement si on est bien, sécurisé à l'heure actuelle ou si on aurait plutôt besoin de faire appel à un expert comme toi? Ben, dans mon cas, je pense, j'ai créé un quiz en ligne. Et toi, mais toi, c'est un quiz, fait que c'est 10 questions. Puis selon les réponses, ça donne un score de sécurité selon je pense, votre niveau de protection au niveau de vos réseaux sociaux. Fait que c'est un peu, en fait, c'est un peu, ben, ça donne un score sur 100 qui vous dit, ben, est-ce que vous êtes à risque? Si oui, t'es dans quel secteur, de quelle branche de la cyber? Pour je vais rejoindre, je vais un peu avoir un peu du concret sur, oups, ok, j'ai des risques. Ben, voici, ça document, t'es un début de piste, de réflexion sur, par exemple, on parle de protection des comptes, ben est-ce que mes comptes sont bien protégés ou au final, j'ai des risques. Fait que c'est un peu justement un clé en main qui dit voici ce que vous avez et selon vos réponses, voici les risques qu'il pourrait avoir. Pour justement un peu genre mettre du concret sur disant t'es cité à 100%, tu parfait, mais quand tu vas t'es à 50, tu peux te dire pouf, je suis à 50%, il y a clairement des bonnes pratiques que j'ai peut-être pas mis en place ou que j'ai mis en place, mais pas de la bonne manière. Et c'est sûr que selon ton score, ça peut donner une bonne indication s'il faut que tu fasses appel, par exemple, à quelqu'un comme moi, ou si non, non, t'es tranquille puis tout va bien. Euh, Fait que c'est un peu la meilleure manière de dire, on fait le quiz pour vraiment savoir on est où par rapport à notre sécurité. Est-ce qu'on est plus proche du 20% ou plus proche du 80%? C'est un peu l'idée derrière le quiz. Donc ça, c'est un quiz qui est sur ton site internet Oui, et il y a donc 10 absolument. questions et une fois qu'on a répondu aux 10 questions, on sait, si, on est déjà bien sécurisé ou si on a plein de boulot devant nous. Je pense que, la plupart, vont avoir, du travail, du pain sur la planche pour bien, se sécuriser. Ben, tu vois, depuis que je l'ai lancé, en effet, j'ai une personne qui a eu 100%. Et celui qui l'a rempli, c'était un expert en cybersécurité pour la compagnie pour qui travaillait. Fait que tu vois que mais les autres personnes que juste, j'ai une personne, elle a eu 31%, l'autre 48%. Honnêtement, les réseaux sociaux, généralement, ça allait être plus proche du 50 vers le bas que du 80-100, là. On voit depuis que j'ai lancé beaucoup de les résultats. En effet, on est quand même loin du 80 puis du 100, là. On est beaucoup plus vers le 50, là. Ouais, bien sûr. Donc, bah, ce que je vais faire c'est que je vais mettre le lien vers le quiz dans la description de la vidéo, dans la Génial. description du podcast sur, les plateformes de Spotify. Toi, tu peux intervenir, enfin, là, tu es, en ce moment, au Québec, mais tu travailles aussi avec des entreprises, sur le marché français? Absolument. Tu sais, dans mon cas, c'est bien, c'est que comme tout est en ligne, en théorie, je pourrais être au Mexique, être en Grèce, et je pourrais quand même avoir des clients au Québec et en France. Oui, en fait, dans mon cas, comme j'ai pas de frontières, oui, je travaille autant avec des compagnies en France que des compagnies au Québec. Toi, j'ai même eu un client qui était à Bali, en Indonésie. Tu vois, comme quoi, tu sais, parfois, tu sais, il n'y a pas oui, dans mon cas, c'est vraiment des services autant en France, oui, qu'en Europe, qu'au Canada. Oui, dans mon cas, comme c'est en ligne, on fait un partage d'écran et on peut très bien tout sécuriser ensemble sans être physiquement sur place dans les bureaux de la compagnie, là. Très bien. Donc, bah, je mettrai en plus de ça ton LinkedIn et le lien vers le quiz, le lien vers ton site internet, bref, Avec plaisir. toutes tes informations pour pouvoir te contacter pour se protéger. Contacter, Julien, avant qu'il ne soit trop tard, pas, après. Je pense que tu préfères ce genre, de mission que les missions de sauvetage. Hem, Absolument, je tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est jamais ça se fait, mais c'est vrai que oui, c'est donc le client est stressé, il est frustré, que notre danger, c'est clairement, c'est pas grave. Quand tu es piraté, là, c'est le bazar, puis oui, c'est pas même pour moi, j'ai aucun plaisir, à charger quelqu'un pour tenter de avoir un accès, quoi. Alors que l'aider à se sécuriser, en fait, c'est beaucoup plus intéressant et motivant. En fait, voilà, oui, de mettre en place des quand tu peux les mettre en place, que d'être dans la réaction, puis oups, j'ai plus mes accès, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Assurément. et puis je vous recommande aussi d'aller suivre, Julien sur LinkedIn. Oui, Tu je postes suis régulièrement très des présent. conseils pour bien se sécuriser. Donc, bah, c'est évidemment des conseils qui sont, bons à apprendre, qui peuvent aussi potentiellement changer
avec l'actualité. Donc, allez suivre, Julien. En tout cas, merci beaucoup, d'avoir partagé autant de valeurs ajoutées, puis aussi autant de conseils sur les actions, prioritaires à mettre, en place. Je sais que du Mmh. contenu sur le sujet, il y en a peu aujourd'hui, hein. En tout cas, en français, sur YouTube, sur, Ouais, les blogs, c'est toujours assez flou. Là, je pense qu'on a vraiment pris le temps de détailler, point par point, bah, déjà pourquoi c'est important de se protéger sur les réseaux sociaux et puis, surtout quelles sont les principales actions à mettre en place. Donc merci, beaucoup pour ça, Julien. Je suis ben, avec sûr grand plaisir. que ça aidera, beaucoup de personnes et c'est ça le plus important. Absolument. Écoute, merci pour, de m'avoir invité. Mais c'est vrai que tu l'as dit, ça, il faut juste prendre le temps d'être conscient qu'il y a des risques, mais qu'il y a aussi des manières de venir limiter ces risques. Et si tu le sais, ben, ça, voilà, il reste plus qu'à mettre en place les bonnes pratiques, mais une fois que c'est fait, en effet, tu t'évites bien des problèmes si tu es piraté, quoi. Fait que oui, absolument. C'est tout à fait. Beh, ça fait une belle conclusion pour cet échange. En se sécurisant, on s'évite, bien des problèmes. Absolument. Merci encore. Merci beaucoup, Julien.